Bonsoir à tous et bienvenue sur Spectrum Télévision. Nous sommes le mercredi 23 avril et c'est une nouvelle édition de la Nuit du Sport qui démarre à l'instant. Dans la pause actu ce soir, on parlera entre autres du judo. Vous le savez, la délégation camerounaise a mis le cap sur Abidjan en Côte d'Ivoire. C'était mardi via l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Là-bas, les athlètes camerounais vont participer au 46e championnat d'Afrique senior individuel dames et messieurs et par équipe de judo qui va se dérouler du 25 au 27 avril au Palais des Sports de Trècheville. Que peut-on espérer justement des 10 athlètes qui représentent notre pays dans cette compétition? On en parle dans un instant. Fédération camerounaise de football, Djiko FC, Bamboutos de Bouddha, arbitre, comment réconcilier les différents acteurs au vu de la situation de crise qu'on observe en ce moment au sein du championnat de football professionnel. Ce sera la grande problématique du débat de tout à l'heure. Nos invités en plateau, justement, c'est avec plaisir que je reçois pour la première fois dans cette émission Frédéric Fokou. Il est le directeur sportif de Bamboutos de Bouddha. Frédéric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Très ravi de participer pour la première fois à la télévision STV et je crois que je serai à la hauteur des attentes. Nous croyons aussi. Maître Martial Biba, il est expert en arts martiaux et analyste de sport avec nous ce soir. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir mes chers panélistes, bonsoir à tous les sportifs qui sont constamment scotchés devant l'écran et plus précisément aux fidèles téléspectateurs de STV. Et notre confrère Georges Bimber, rédacteur en chef de Radio Sport Info à Douala est avec nous. Georges, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir convié à cet échange. D'accord, merci d'être là. Et avant de rentrer dans les différents sujets de cette émission, on va marquer un petit arrêt quand même pour rendre hommage au pape François qui est décédé lundi matin, et on a aussi vu les hommages à travers le monde. C'était un passionné aussi de sport, notamment de football. Les différents sportifs lui ont rendu hommage, Rafael Nadal par exemple et bien d'autres. Georges, qu'est-ce que ça vous inspire quand même de voir ces athlètes-là rendre hommage au pape qui a disparu lundi? Bon, déjà, je pense qu'il s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, recevant parfois certains sportifs, mais bien plus. Je pense que ce qui a été frappant avec lui, c'est que soit dans le milieu du sport et qu'ailleurs, c'était plutôt un pape ouvert. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à aller parfois mettre son nez là où certains estimaient qu'il fallait qu'un pape ça reste à Rome et ça s'occupe de certaines situations à distance. Non, c'est quelqu'un qui semblait vraiment être proche de tout le monde. On se souvient de son passage au Vélodrome à Marseille quand il a fait un tour de ce côté-là. On sait que c'est un grand passionné de football en Argentine. Il avait d'ailleurs un club favori. Donc vraiment, je pense que c'est une énorme perte pour les catholiques du monde. Et parce qu'au-delà du sport, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui malheureusement, on ne peut pas parler dans le cadre de cette émission d'autre chose, mais c'est vraiment quelqu'un qui a marqué les esprits dans le domaine, au-delà du sport. Et pour rester sur l'aspect sportif, justement, Maître Biba, est-ce que vous avez quand même eu l'occasion de regarder un peu le comportement du pape François avec ces sportifs-là? Oui, bien sûr, il y a une image d'abord qui fait savoir en sorte qu'il a rallié le sport à la religion. Quand il se rapproche beaucoup plus au niveau des handicapés, c'était une façon de leur faire savoir que vous n'avez rien perdu tant que vous êtes vivant. Vous restez dans votre passion. Continuez à aimer le football, mais n'oubliez pas qu'avec votre handicap, vous mettez Dieu devant qui va permettre de vous donner la force de pouvoir exercer vos talents, puisqu'il y a une compétition qui vous appartient et moi je vous soutiens sur le plan de la spiritualité. Ici, c'est une grosse perte non seulement pour la communauté catholique, mais c'est aussi une perte pour beaucoup plus ceux qui pratiquent le sport et qui savent rallier le sport à la spiritualité. Donc le pape ici nous interpelle tout simplement en nous faisant savoir que du moment où nous sommes vivants, et en tant que sportifs, nous ne devons pas oublier de mettre celui qui nous donne cette prouesse, celui qui nous donne cette force
cette force spirituelle de pouvoir avancer. Donc c'est une grosse perte, mais nous restons toujours fidèles à lui, tant sur le plan physique que sur le plan un peu spirituel. Qu'il soit présent physiquement, qu'il ne soit plus présent physiquement, et il restera gravé dans les mémoires des sportifs que comment un pape qui doit s'occuper beaucoup plus de la religion s'occupe aussi beaucoup plus du sport. Oui. Peut-être un commentaire, Frédéric? Oui, le pape, l'idée que je retiens de lui, c'est un homme qui est venu avec la rupture. Il a ouvert ses portes aux plus démunis. Il a dit c'est un pape, il avait dit il a mis son magistère sur le monde, l'apport aux démunis, l'apport aux défavorisés. Oui. Donc c'est un homme humble dans l'ensemble et puis on a vu ce qu'il a fait pendant ses 12 ans de règne. Il a touché, comme disait tantôt au compagnonniste, il a touché du doigt ce que les autres ont évité et ça a fait ce que ça a fait, mais à la fin on a compris qu'il avait raison de le faire. Et aujourd'hui, vous comprenez évidemment les hommages que lui rendent les sportifs, notamment. Oui, vous savez, je crois, le seul pape qui a pu recevoir notre président de la fédération, Samuel Eto'o, et sa femme. Il les a bénis, il a reçu plusieurs sportifs, les Pelé, il a reçu plusieurs sportifs avant le départ. Donc du coup, c'est un pape qui a été ouvert au monde sportif. Oui. Voilà. Et c'était pour la partie hommage au pape François décédé lundi. On va donc s'intéresser au deuxième sujet de la pause actu, c'est le judo. La délégation camerounaise est partie de Yaoundé mardi pour Abidjan, comme on peut le voir sur ces images. Et le Cameroun qui va donc participer au 46e championnat d'Afrique senior individuel dames et messieurs et par équipe de judo. Compétition qui se déroule du 25 au 27 avril 2025 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que 25 pays sont attendus à cette compétition. 217 compétiteurs, soit 122 hommes et 95 femmes. Et le Cameroun, vous le saviez, sera représenté par 10 athlètes, 6 dames et 4 messieurs. Chez les messieurs, il y a notamment, comme Teddy Enzi, qui est dans la catégorie de moins de 73 kilos. Geya Nahe Vladimir Carlos, catégorie moins de 90 kilos. Taman Jean-Franck Ulrich, moins de 100 kilos. Mepui Anongo Daniel, plus de 100 kilos. Chez les dames, Sopimbela Anita Richel, catégorie de plus de 78 kilos. Et puis Djenge Mouné Georgica Wesley, moins de 78 kilos. Baba Matia Marie-Céline, moins de 52 kilos. Il y a aussi Biamizita Ornella dans la catégorie de moins de 70 kilos. Et toi, Björk Audrey Jeannette, moins de 63 kilos. Et enfin, Samen Bongo Fiona dans la catégorie de moins de 52 kilos. Alors qu'on peut voir l'image de l'arrivée justement de la délégation camerounaise du côté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire. Avant peut-être de passer la parole à nos invités, on va rappeler un peu, vous poser un peu cet extrait du président de la Fédération camerounaise de judo qui lors du championnat national ici à Douala le 5 avril donnait un petit peu le programme et surtout l'objectif visé à Abidjan. On écoute Maître Alain Christian Kingué. Déjà, il y a le regroupement de l'équipe nationale qui est prévu pour quelques jours. Il y a le regroupement externe qui va recommencer dès le mercredi parce que la plupart des athlètes étaient en regroupement externe depuis. Et après, dès le 13 ou le 14 avril, ils vont entrer en stage interne de 10 jours pour aller à Abidjan le 24 pour représenter le Cameroun au championnat d'Afrique senior, qui est un tournant déterminant pour le processus de qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. C'est le début déjà de la qualification. Et puis nous voulons comme ça, à titre personnel, upgrade notre niveau de champion d'Afrique chez les seniors. Nous avons eu l'année dernière un champion d'Afrique. Nous comptons en placer au moins 2 cette année. Ce sera déjà un plus pour le judo. Là, Georges, on comprend, l'objectif est clair à Abidjan.
Oui, l'objectif est clair à Abidjan. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun ne peut plus se cacher. On a quand même été présent dans certaines compétitions qui comptent notamment les Jeux Olympiques. Dernièrement avec, Richel Sopi. Donc maintenant, on peut plus. Là, on a surtout des judokas qu'on attend. Moi, j'attends beaucoup de Baba Matia qui, évidemment, a montré de belles choses lors des championnats nationaux ici à l'esplanade de la gare de Bessengue. Donc il n'y a pas qu'elle, il y a également tous les autres. Donc aujourd'hui, le Cameroun ne peut plus se cacher. Donc le discours, pour moi, est normal, compte tenu du passif récent. Maintenant, il va falloir les confirmer à Tréville. C'est vrai qu'il y aura de l'adversité, mais il va falloir qu'on s'affirme et qu'effectivement, on montre qu'il y a une progression du judo camerounais. C'est un peu la même lecture, Maître Biba. Georges, il le rappelle, on ne doit plus se cacher, on est forcément attendu dans cette compétition. Mais déjà que quand le président, le Maître Alain Christian Kinge s'exprime, vous constatez que derrière son intervention, il y a une certaine assurance lors de la préparation. Mais ici, on constate que le judo camerounais est tellement constant au niveau des compétitions internationales. Et la Fédération camerounaise de judo est l'une des fédérations les mieux organisées parce que constamment, il y a les médailles qui se multiplient et il y a des champions, les mêmes champions qui viennent développer un certain impérialisme. Ça prouve tout simplement que le maître Alain Christian Kinge maîtrise son programme. Son programme, comment il fait pour réussir? Je ne sais pas si les autres présidents des fédérations se posent la question comment il arrive toujours à être constant au niveau de la galvanisation de ses athlètes. Mais Alain Christian Kinge a multiplié d'abord des ouvertures de saison. À partir des ouvertures de saison, il a pu faire une certaine évaluation des athlètes. Et avec cette évaluation, on a revu les champions d'Afrique qui étaient là pour galvaniser les autres, pour donner le ton et maintenant la motivation à d'autres judokas qui devaient naître. On a vu Maître Alain Christian Kinge, toujours après l'évaluation, il a fait ce qu'on appelle des compétitions, premièrement en hommage des maîtres, deuxièmement le kimono d'or. C'était une façon de pouvoir détecter certains talents. Et il était en train de préparer un certain noyau. Donc, que ce soit en hommage des maîtres, que ce soit le kimono d'or, il a eu le temps maintenant de pouvoir recenser les judokas talentueux. Ça veut dire, en dehors des champions d'Afrique, il fallait maintenant faire la promotion de l'innovation de nouveaux talents. Quand maintenant, il arrive à regrouper des judokas qui ont marqué le judo pendant ces saisons, d'ouverture de saison et ces compétitions, il a pu maintenant entrer en stage. Qu'est-ce qu'il y a maintenant en stage? En stage, c'est de pouvoir leur apporter un discours sur la confirmation, sur une certaine préparation mentale. Donc, et évaluation et la préparation mentale, l'état optimal au niveau maintenant des confrontations entre les champions, les nouveaux promus, et maintenant pour galvaniser au niveau des médailles et passer maintenant au niveau de la préparation de la compétition, parce que là ça entre plus profondément dans les stages et de confirmer maintenant au niveau du contrôle de la performance. Alors le voyage c'est quoi? C'est de se déplacer avec les champions qui sont capables de pouvoir défendre le judo. Et pour terminer, qu'est-ce que le maître Alain Christian Kinge a dit? Il a dit qu'il a au moins 2 à 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir remporter des médailles, tant sur le plan individuel qu'en équipe. Deuxième objectif, c'est de se surpasser, au niveau des performances de la dernière édition qui était au Caire en Égypte. Ça veut dire qu'ils doivent faire plus que ce qu'ils ont déjà eu à démontrer. Parce qu'il sait que les autres nations se préparent. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie tout simplement à multiplier les efforts. C'est-à-dire, il a dit que nous avons eu un champion. Nous préparons à avoir 2, 3, 4 champions. En termes d'innovation, ça veut dire qu'il faut maintenant dépasser les performances de l'édition du Caire. Ça veut dire qu'il faut d'autres champions. Ça veut dire que les champions, ceux qui sont champions ont d'abord une certaine pression psychologique, c'est de s'imposer, de rester toujours avec leur titre. Maintenant, il y a de nouveaux promus pour qu'ils rattrapent maintenant le discours de maître Alain Christian Kinge pour démontrer qu'en dehors
de Maître Rachel Sopimbela, en dehors de Baba Mathia Céline, il aimerait voir d'autres champions. Ça apporte une certaine motivation aux autres et ça apporte un autre état. Un autre état de compétition entre les judokas. Et maintenant, un autre truc qu'on a pu remarquer, c'est qu'avec le nombre d'athlètes que nous avons, il a misé sur la performance féminine aussi. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont capables de... Il y a même plus de femmes. Oui, ils sont capables de lui apporter... 4 messieurs. Voilà, 4 messieurs. Il y a des femmes qui sont capables de lui apporter de la prouesse. Il y a des femmes qui sont capables de lui apporter des médailles. Et on ne sait pas s'il a misé sur les dames que sur les messieurs. Mais on peut même avoir 2 messieurs et les 2 messieurs remportent. C'est-à-dire que le nombre importe. Mais ce qui est important, c'est que la confiance que je porte sur Maître Alain Christian Kingué, c'est au niveau des stratégies qu'il a utilisées avant le voyage. Parce qu'il a multiplié les compétitions, il a multiplié les stages, comme il a dit. Et il a eu le temps maintenant de sélectionner, d'avoir une équipe, un noyau très fort pour voyager. Et nous allons attendre. Moi, j'ai confiance qu'une fois de plus, le judo camerounais sera ici très haut. Peut-être en est sorti. Et quand il parle de progression, de upgrade, comme notre judo, la progression du judo camerounais, j'imagine sur le plan africain, voire mondial, quels sont peut-être les différents facteurs qui rentrent dans un tel objectif? Mais les différents facteurs, comme je l'ai signifié, il a d'abord un discours d'un galvanisateur, parce que quand Maître Alain Christian Kingué s'exprime auprès des judokas, on dirait qu'il est en train de faire peut-être un transfert d'énergie positive et de confiance auprès des judokas. Parce qu'il y a une chose, quand les judokas s'expriment et ils arrivent à voyager et revenir avec des médailles, et on constate que peut-être les mêmes champions reviennent et c'est le même discours. On se dit qu'il y a une symbiose entre le président Maître Alain Christian Kingué et les judokas. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du transfert de confiance et une certaine assurance auprès des judokas. Maintenant, il y a aussi un discours sur le plan du sport en général et du judo en particulier, à ce qu'on appelle la préparation mentale. Moi, je pense qu'il y a aussi un discours à ce niveau-là parce que quand on regarde les nouveaux promus, le discours sur la préparation mentale touche beaucoup plus le nouveau promu que les champions. Parce que les champions, on dirait qu'ils sont habitués, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais cette petite pression psychologique, c'est un nouveau promu qui ont la confiance de Maître Alain Christian Kingué. C'est de pouvoir faire mieux que Rachel Sopimbela, mieux que Céline Baba Mathia. Et les éléments que vous étiez en train de demander, c'est de donner une autre chance aux autres judokas qu'il a pu détecter lors des compétitions des d'hommage au maître et de kimono d'or. Donc je pense que ça entre dans l'ensemble au niveau de la préparation, dans la préparation psychologique, la confiance, le discours, l'assurance et puis l'ouverture d'esprit qu'on peut donner aux athlètes. Et en retour, il sait que les athlètes pourront lui apporter satisfaction. Il y a quand même 25 pays qui vont participer à ces championnats d'Afrique aussi, Maître. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé au niveau des compétitions. Vous savez qu'il y avait au moins 300 judokas. Au moins 300 judokas pour au moins 40 clubs dans tout le Cameroun. Mais 300 judokas au moins dans 40 clubs, on prend peut-être au moins 10 athlètes à 15 athlètes. Attention, ça veut dire qu'il y a un travail de fond pour pouvoir dénicher 10 athlètes, c'est-à-dire 6 dames, 4 hommes, dans au moins 40 clubs, dans plusieurs compétitions. C'est un travail de fond, ça veut dire qu'il a pu prendre ceux qui sont capables de défendre les couleurs du pays, car ils ont démontré lors des compétitions qu'ils peuvent vraiment titiller les autres nations. Donc les nations qu'on peut soupçonner en disant qu'au moins 20-25 pays, lors des précédentes éditions où nous avons eu des médailles, je pense qu'il y avait les mêmes nations. Il y avait ces mêmes nations. Si on veut qu'on ajoute d'autres nations, le Cameroun est prêt. Le Cameroun est prêt à travers un président qui utilise même sa promotion de secrétaire général de l'Union africaine du judo, qui est le président de la Fédération camerounaise de judo, pour démontrer aux athlètes si de l'autre côté j'ai la promotion parce que je travaille bien, vous pouvez bien travailler pour démontrer à toute l'Afrique que vous êtes les meilleurs judokas. Alors Frédéric, peut-être un commentaire sur ce sujet. Vous regardez de temps en temps le judo quand même? Par moment, je fais avec le monde du sport judo en particulier. Et je me demandais encore tout à l'heure si en 10 jours de préparation, l'équipe sera prête à le stage interne.
est-ce que l'équipe sera prête à remporter les médailles? Quand je vois l'interview du président de la fédération du judo, ça me rassure encore plus parce que lui, il dégage l'énergie. Je pense que si lui dégage l'énergie, c'est l'énergie d'un père de famille qui transmet aux enfants de la même maison. Je pense que là, je sors après l'interview là, étant confiant que les judokas camerounais peuvent faire mieux que le Caire. D'accord, on va rappeler que la compétition c'est du 25 au 27 avril au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour terminer avec la pause actu sur le tournoi de Montaigu, on parle de foot jeune et cette année Georges Bimbel, le Cameroun renoue avec cette compétition et on avait démarré par une victoire face à la formation du Vendée, mais c'est vrai que notre équipe était attendue sur les prochains matchs. Et on a constaté que face à la Chine, c'était une défaite. Face à la France, une lourde défaite 4-0. Et en match de classement face au Japon, encore une défaite. Qu'est-ce qu'on peut retenir, selon vous, Georges, de la participation de notre pays dans cette compétition, dans ce tournoi? Je vais vous surprendre, je vais vous dire que ce qu'on peut retenir, c'est déjà la participation. C'était de participer. Parce que ça fait quoi, combien d'années déjà qu'on n'y était plus. Et puis, il ne faut pas se leurrer. On sait très bien qu'il y a un problème sur le plan local au niveau du football jeune. Voilà, donc je veux dire qu'il fallait être naïf d'imaginer que le Cameroun allait à cette compétition pour la gagner. C'est vrai que on dit souvent chez nous que bon, enfin, on a notre Remley et puis ça va faire la différence. Non, il faut être, à mon sens, plus rationnel. Je pense qu'il fallait déjà y participer parce qu'on n'était plus invité d'ailleurs. On l'a fait, on a quand même gagné un match. Après, je veux dire, la France qui finit par remporter ce tournoi, parce que c'est la France qui l'a remporté, c'était évident que ça allait être compliqué. Le reste des équipes, enfin, ça se joue sur peu de choses. Séance de tir au but face au Japon, la Chine, c'est 1-0. Donc, j'espère qu'il y aura, parce que pour moi, je vais être honnête, les catégories comme U16, U15 à la limite, le plus important, c'est pas forcément le résultat. Je pense ailleurs. C'est comment est-ce que les garçons progressent compte tenu de ce qu'ils acquièrent sur le plan de l'apprentissage. Mais c'est vrai que quand on bascule déjà chez les moins de 20 ans et plus, là, on veut plus. Enfin, il faut allier apprentissage et la gagne. Voilà. Donc je pense que là, on ne va pas tirer sur des garçons comme ça qui, personnellement, je pense qu'ils sont allés pour apprendre, découvrir, essayer de se bonifier, progresser. Et espérons surtout que ce n'est pas un retour pour ne plus y aller. Parce que c'est là la crainte, en fait. Il faut que ce soit un peu plus récurrent. Parce que c'est quand même une compétition qu'on a déjà gagnée à plusieurs reprises aussi. Et donc, je pense qu'avec ce genre de situation, on pourra, oui, là, peut-être à ce moment-là, on pourra se dire, ah oui, peut-être qu'il faut gagner, il ne faut pas juste participer. Alors, Frédéric, qu'est-ce que vous pouvez dire de la participation du Cameroun dans ce tournoi? Il faut déjà féliciter ces enfants. Il faut déjà féliciter ces enfants qui ont pris part à ce tournoi, puisque le Cameroun n'était pas invité. Je crois que le Cameroun est venu remplacer le Brésil qui a été défaillant. Féliciter le staff technique. Parce qu'en moins de quelques mois, ils ont pu regrouper ces enfants qui étaient pendant les classes, les regrouper et former une équipe et aller défendre les couleurs de l'équipe du Cameroun. C'est déjà à féliciter. Comme le disait mon compagnoniste, l'essentiel était de participer. Maintenant, dans le contexte sportif proprement dit, on gagnerait beaucoup plus à miser dans la formation, pour ne pas avoir à être ridicule lors des tournois pareils. On disait tantôt, ça fait plusieurs années, quand nous on était tout jeunes, on comprenait Montaigu. Le Cameroun partait et remportait toujours le tournoi Montaigu. Après, on a disparu du tournoi. On ne participait plus au tournoi. Bon, la chance nous a permis cette année d'être repêchés après le désistement du Brésil. Mais la fédération
ça interpelle beaucoup plus la fédération sur la formation. Parce que beaucoup de ces enfants, je crois que c'est même les premiers voyages, c'est les premières compétitions du haut niveau. Et bon, on ne pouvait pas attendre mieux que ce qu'ils ont fait là. Et je les encourage déjà. C'est déjà bien de participer. Et même si on avait pris 10-0, 5-0, bon, pour moi, c'était l'essentiel était que les enfants apprennent. Et qu'on mette maintenant l'accent sur ceux-là qu'on a sélectionnés pour faire Montaigu, qu'on trie ceux qui ne peuvent pas continuer et qu'on garde ceux qui peuvent continuer, qu'on les forme. C'est quand même la catégorie d'âge qu'il faut respecter. Oui. Aussi. Qu'on les forme pour nourrir la catégorie inférieure. Supérieure plutôt. Supérieure. Oui, Georges. D'abord, je pense qu'il faut reconnaître, parce que c'est vrai ce qu'il dit, le Brésil. Si le Brésil avait été là, on aurait pas été là. Mais il y a aussi le fait que si on est là, par contre là, il faut le lui rendre. C'est pas l'entre-gens du président de la fédération. Je veux dire que quand le Brésil désiste, le Cameroun est appelé par son entre-gens. Il y a aussi ces réalités qu'il faut mettre en avant. Mais au-delà de ça, au fond, je pense que le problème qu'on a avec ceux qui étaient à Montaigu, qu'on a eu récemment avec les moins de 17 ans et avec certaines catégories jeunes, j'entends souvent ce raccourci qui consiste à dire vous n'avez pas de résultats parce que vous n'avez pas de football jeune. Oui. Ok, évidemment, il n'y a pas de championnat jeune, pardon. C'est une évidence. Mais je pense que si on s'arrête là, on ne pose pas le vrai problème sur la table. La vraie question, c'est pourquoi on n'a pas de championnat jeune. Et la question du championnat jeune, contrairement à ce qui se dit partout, ne date pas de l'exécutif actuel. C'est un problème qui date depuis très longtemps déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas de championnat jeune parce qu'on n'arrive pas à arrimer le calendrier scolaire à un calendrier foot, tout simplement. C'est là le vrai problème. Et comme on a affaire à des jeunes, il y a des difficultés liées au fait que, pour la plupart ici, on est des parents, entre l'école et le football, quand on est plus jeune, c'est pas évident pour un parent de dire à son enfant « Ok, je te laisse aller jouer au foot, on referme le chapitre de l'école et on voit ce que ça va donner. » Donc, si on voudrait qu'il y ait un championnat jeune de nouveau dans ce pays, je pense que ce n'est pas une question qui doit se gérer uniquement au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je pense que c'est un tout en réalité. C'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs publics essaient de mettre en place une politique en accord avec la Fédération et que les municipalités également puissent jouer leur rôle sans oublier aujourd'hui l'Office national des infrastructures. Parce que si on ne met pas en place tout cela, je suis désolé, on aura des structures qui forment les enfants parce que ça on en a, mais on n'aura pas de véritable championnat parce qu'on n'aura pas des enfants qui seront disponibles, libres pour pouvoir aller disputer les matchs de championnat. Et donc, on va se retrouver toujours dans des situations où le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso brillent dans des catégories jeunes et qui, paradoxalement d'ailleurs, n'arrivent pas à briller plus haut, hein, malgré les belles performances dans les catégories plus jeunes. Mais le Cameroun va toujours souffrir de cette incapacité à avoir un football jeune qui frappe. Et pour terminer, les gens disent aujourd'hui, mais oui, n'oublions pas que on a vu jouer tel, dans certaines structures jeunes, et ensuite ils sont arrivés en équipe première, ils ont gagné. Prenons la génération la plus récente qui a donné plus de bonheur au Cameroun, 2000-2002. Je vais dire celle qui a vraiment marqué son temps plus récemment. Parce que je n'oublie pas ceux de 2017, hein, mais 2000-2002, c'était vraiment quelque chose de plus récemment. La plupart de ces joueurs, viennent de 2 centres de formation phares de l'époque. UFBC, Cadiz Sport Academy. C'est pas la résultante d'un championnat jeune structuré qui nous a donné ça, en fait. Donc, les réalités sont là, il faut les voir. Il ne faut pas contourner les choses parce qu'on veut entrer dans des combats de personnes. Non, voilà, le problème, il est posé là. Donc, pourquoi on a des résultats là? Ce n'est pas juste une question de la fédération ou de telle autre personne. Ça sera une organisation de tout le monde. Il faut que l'État décide finalement de faire en sorte qu'on ait un championnat jeune. Et dans ce cas, il va falloir harmoniser le calendrier de ce championnat au calendrier scolaire. Et ça, ce n'est pas une affaire facile à faire, hein, parce que comment modifier le calendrier scolaire qui est presque déjà prédéfini au Cameroun et l'arrimer à un calendrier pour favoriser l'évolution d'un championnat jeune dans notre pays. Bonne chance à ceux qui trouveront les solutions.
Alors, Maître Martial Biba, la situation semble un peu plus complexe qu'on le croit. La situation est un peu plus complexe, mais on doit faire savoir aux fidèles téléspectateurs qu'après 1986, 1993, 94, 95, je pense, à 4 reprises, nous avons titillé les nations à Montaigu. Peut-être qu'il y avait une politique plus forte que celle de maintenant. Peut-être, ou bien il y avait des talents plus forts que ceux de maintenant. Mais ce que Georges vient de dire, il faut une politique d'ensemble et un suivi de cette politique, n'est-ce pas? Parce que quand on parle, je prends l'exemple, si je ramène le sucre, il y avait des talents. Il y avait des talentueux à l'eau sucre. Quand on faisait le sucre, on voyait des gars qui se démarquaient. Et cette politique pouvait faire en sorte que, au niveau de compétition scolaire, on pouvait reverser ces talents au niveau de la fédération. Et que la fédération, maintenant, essaye de voir comment elle peut organiser avec les autres institutions pour pouvoir renforcer cette équipe. Quand j'ai essayé d'observer le match l'autre jour, j'ai vu les jeunes qui veulent un peu, non seulement y jouer, mais ils étaient bloqués, très bloqués pour réduire le score. Parce que le gardien a beaucoup souffert. D'abord pour le lob, ça devait faire un 5-0. Moi, j'ai vu un lob qu'il a enlevé, ça devait faire un 5-0. J'étais à la maison, j'ai dit, oh là là, malheureusement qu'il a dévié le ballon. J'ai vu une autre action que le défenseur a enlevé sur la ligne. Il a même failli se faire mal. Ça devait faire peut-être un 6-0. Et puis le gardien, une autre occasion où il est venu prendre la posture du gardien de handball pour enlever encore le ballon. Il y avait une pression. Mais il est bien vrai que l'équipe française était bien expérimentée. Moi, j'ai vu comment les gars posaient le ballon au sol. Est-ce qu'on peut prendre la leçon? D'abord, sur le plan technique, oui. On va beaucoup travailler pour voir comment on peut respecter les choix tactiques. Mais avant de respecter les choix tactiques, il faut une politique de fond. Parce que quoi? Parce que, oui, il n'y a pas le championnat jeune, mais si on lance maintenant un championnat jeune, comment ça va se passer? On va les laisser jouer, par exemple, sur du gravier, on va les laisser faire de n'importe quoi, c'est-à-dire sans les suivre tout à fait. Je veux parler un peu du professionnalisme vraiment à fond. Généralement, nous mettons souvent certains projets pour des succès à long terme, mais nous n'avons pas de suivi, même à court terme. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats et on ne veut pas suivre ce qui doit être fait. C'est-à-dire que le succès aujourd'hui, il y a le sacrifice. Le succès aujourd'hui, il y a la confiance. Le succès aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la discipline. Et je l'ai dit, la motivation vous fait avancer, mais seule la discipline vous fait progresser. Si on ne met pas une politique de suivi et de détection des jeunes, à travers plusieurs institutions que Georges vient de dire, nous allons toujours aller en compétition et on va toujours prendre les mêmes leçons. Les mêmes leçons, et il y aura toujours sur le plateau les mêmes choses qu'on va détecter. On a constaté qu'on peut former une équipe nationale, on ne peut pas rivaliser les autres nations parce que nous n'avons pas une politique un peu qu'on a pu mettre en place pour pouvoir galvaniser et avoir un noyau très très fort. Comme pour terminer en disant qu'il faut tout mettre en place. Il faut structurer, il faut des infrastructures, il faut détecter les jeunes qui sont capables de pouvoir. Il a dit, on a pris la leçon. Je pense que le coach Jean-Pierre Fiala a pu prendre les leçons pour maintenant mettre les gars au travail. Mais en mettant les gars au travail, il faut qu'ils soient accompagnés par la fédération, par d'autres institutions, par maintenant le football même scolaire. Si on ne veut pas lancer, pas le championnat jeune, qu'on essaie de voir une autre politique qui ressemble au championnat jeune pour pouvoir avoir maintenant les jeunes capables de s'intégrer, non seulement à l'équipe, mais de trouver aussi des espaces en termes de marge de performance. Ça veut dire que si on prend un jeune aujourd'hui, qu'on soit capable de détecter que ce jeune, voilà ses forces et faiblesses, mais d'ici 1 an, 2 ans, avant qu'on soit encore invité dans une autre compétition à Montaigu, qu'on puisse maintenant retrouver nos marques. Et avant peut-être ça, il faut résoudre le problème lié à la situation des infrastructures. Moi j'ai vu là où ces jeunes qui sont là à Montaigu s'entraînaient pour aller préparer le tournoi de Montaigu. Si le président de la République a donné des stades,
pour la jeunesse. Il faut bien qu'on se pose des bonnes questions. Parce qu'en fait, s'ils se sont entraînés là où ils se sont entraînés, il faut se dire la vérité. C'est parce que pour qu'ils s'entraînent ailleurs, il faut qu'on loue le stade. Vous imaginez? Donc si on ne peut pas louer le stade, ils s'entraînent là où ils se sont entraînés. Et la question qu'il faut se poser, pendant qu'ils s'entraînaient dans ce qui ressemble à un stade comme ça, les Français qu'ils affrontaient se sont entraînés sur quoi? Les Japonais se sont entraînés sur quoi? Donc si on a le minimum, c'est-à-dire ces infrastructures, et qu'on se retrouve avec des sélections nationales qui continuent de s'entraîner dans ce qui ressemble à des stades, tout simplement parce que pour qu'ils puissent s'entraîner là où il faudra aller louer. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, Lydie. Ouais. Je comprends toujours pas. Alors, on m'explique, mais je comprends toujours pas. C'est qu'explique qu'une équipe nationale chez soi puisse payer pour jouer ses propres installations. Ses propres installations. Je veux dire que on va me dire, oui, c'est pas qu'au Cameroun que ça se fait. Mais jusque-là, je ne comprends pas. Je veux dire, vous construisez des stades. Qu'une autre équipe, une autre sélection vienne louer le stade chez vous, je peux comprendre. Mais vous êtes l'équipe nationale, même chez les A. Il faut bien entretenir les infrastructures, Georges. Le stade ne s'entretient pas. L'entretien n'empêche pas la préparation d'une équipe nationale. Parce que cette équipe nationale, les prouesses, c'est pour ce stade-là, c'est pour l'État. Maintenant, donc c'est-à-dire quoi? Les Lions viennent jouer gratuitement? C'est ce que vous voulez... C'est les stades des Lions. Ce n'est pas que les Lions viennent jouer. Sinon, si vous fermez les stades, vous dites donc aux Lions, allez vous entraîner n'importe où. Et maintenant, par rapport aux victoires, nous allons toujours vous accompagner à chanter victoire, victoire. Mais quand vous voyez l'équipe française, qui est peut-être à la 11e édition, l'équipe française ne s'entraîne pas. C'est pour cela que je vous parlais des leçons. Qu'on prenne des leçons. L'équipe française ne peut pas s'entraîner dans les conditions où l'équipe nationale camerounaise s'entraîne. Donc, quand on les croise, il faut, je ne sais pas, des talents peut-être déversés dans le monde. Il faut du surnaturel. Il faut sortir du monde. Il faut quitter du monde astral pour tomber dans le monde physique et surprendre cela. En fait, ce qui est curieux, c'est que vous avez quelqu'un à la maison qui regarde le match et qui espère, parce qu'on a mis Cameroun-France, donc dans sa tête, c'est que dès le coup d'envoi, on est à égalité. Mais en fait, le mec ne sait même pas que pendant que vous, les Camerounais, vous entraîniez sur des graviers, des stades qui ne sont pas... Ils étaient en train de s'entraîner tranquillement dans quelque chose qui est conforme, où il faut s'entraîner. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut repenser. La question, elle est pertinente. C'est-à-dire, comment on va entretenir les stades? Je trouve quand même que... Moi, j'ai vu des prix. J'ai vu des prix qui intègrent... quand les Lions viennent jouer. Je vois des prix qui intègrent les différentes séances d'entraînement des Lions. Des Lions, oui. Plus le stade qui accueille le match. Et quand vous voyez quand même les prix, je veux dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions. C'est-à-dire, le Cameroun joue à l'extérieur ou le Cameroun joue à domicile? Moi, je me pose des questions. Et donc, ok, pour les Lions, même ça peut passer parce que l'État va débourser en amont de l'argent pour la gestion du match. Mais quand ça concerne les jeunes, est-ce qu'on débourse aussi autant d'argent? Comment on fait pour qu'ils puissent avoir accès à des infrastructures clairement pour qu'ils puissent jouer? Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'il faut... Moi, je pense que cette équipe, telle que M. Georges disait, ils se sont entraînés à Oja, ils ont fait la préparation à Oja. Le mal, c'est qu'ils ont fait une préparation sur un gazon synthétique. Ah, Oja, c'est le synthétique? Oui, ils ont fait une préparation sur un gazon... Ils n'ont pas joué sur le synthétique là-bas? Ils ont fait une préparation sur un gazon synthétique. C'est ça le problème. Où je peux reprocher au niveau de la préparation, c'est qu'ils ont fait une préparation sur un gazon synthétique. Une semaine avant, ils pouvaient aller au naturel pour pouvoir s'adapter il fallait payer, à la compétition. À l'ère des jeux. S'il faut payer, vraiment, je ne peux pas entrer dans la politique de l'État avec la fédération et autres. Parce qu'il y a l'ONIES. L'État a donné une partie de la gestion des infrastructures sportives à l'ONIES. Et on a dit à l'ONIES, je crois qu'ils ont un budget de fonctionnement. Le budget, l'argent doit sortir d'où pour faire fonctionner l'ONIES, pour faire entretenir des stades. Donc, pour la politique de payer, de payer les stades pour les entraînements et autres, moi je pense que l'État, l'ONIES, la fédération
pouvaient s'entendre pour trouver un juste milieu, pour que l'équipe camerounaise, quand elle veut aller en compétition comme celle-là, aille s'entraîner, peut-être pas au cours, pas un cours falamiteux comme le disait tantôt, on peut leur donner même, si c'est 100 000, on peut leur dire payer 50 000. Oui, un forfait. Oui, un forfait, puisque chaque compétition est rentable pour la fédération. À chaque compétition, je crois qu'il y a un gain. Il faut que la fédération y mette un peu de ses moyens pour préparer ses enfants et aller défendre le bleu du Cameroun. Donc le problème de paiement, moi l'équipe là s'est entraînée à Oja, toutes les équipes catégorie inférieure se préparent à Oja et ils sont allés jouer des compétitions. Si c'est ça qui fait en sorte qu'il n'y a pas de résultats, bon, moi je crois que c'est une fuite en avant. Je crois que l'ONIES, la fédération et l'État veulent s'entendre. C'est aussi un facteur qui explique la contre-performance du Cameroun aussi. Alors, juste pour comprendre, tu t'entraînes sur du synthétique pour aller jouer sur un gazon normal. Sur le gazon naturel. Et du coup, tu n'auras aucun problème, même ne serait-ce qu'en termes de repères, dans la façon dont tu as de mouvoir. Au niveau de la performance. Vous savez, je m'adresse à un directeur sportif, c'est pour ça que je pose la question. Vous savez. Oui, expliquez-moi. Généralement, il y a je crois que au Cameroun, on dit toujours c'est surnaturel. On s'entraîne sur le sable. Pour aller jouer au gazon. Ce sont des enfants. Non, attendez, écoutez. C'est différent. Ces enfants. Non, vous nous dites, ces enfants, malgré les conditions d'entraînement, le Cameroun pouvait faire un résultat acceptable à Montaigu. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On peut faire des résultats si on était bien organisé, si on avait une structure jeune. Bien. Mais on a la Nafoot aussi qui est là. Oui, il y a comme dans cette équipe, il y a combien de joueurs qui sont dans la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est que si on met l'accent sur le manque de championnat jeune, si on lance le championnat des jeunes, ils vont jouer où? Mais la fédération a lancé le championnat jeune dernièrement. Il y a eu un match au stade annexe. Ils ont joué à Yaoundé. Ils ont joué où? Oui, je te reprends. Ouais, c'est où ils doivent jouer. Oui, mais tu sais très bien que ça a été payé, non? Oui, mais qui continue à payer pour faire jouer le championnat jeune? Qui continue à payer? Puisqu'il y a un budget dans le budget de la fédération, il y a une ligne pour le championnat jeune. Il faut qu'ils utilisent ce budget pour payer les stades et pour faire jouer les jeunes. Sinon, on sera toujours ridicule dans des compétitions internationales comme on vit là. À Montaigu. Bon, en tout cas, Georges, le Cameroun qui a quand même terminé quoi, 6e. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord saluer la performance de ces enfants. Parce qu'on vient d'égrener ici toutes les difficultés qu'il y a, ne serait-ce qu'à gagner un match là-bas. Mais malgré tout, ils ont battu la formation de Vendée. Et je continue de dire que, mis à part le match contre la France, où ils ont pris une véritable déculottée, les autres matchs, ça s'est joué à très peu de choses. Séance de tir au but contre le Japon, défaite 1-0 contre la Chine. Donc, c'est vraiment une performance, enfin, performance entre guillemets. Mais je veux dire qu'on n'a pas à taper sur ces enfants. Non, compte tenu de toutes les difficultés qu'on a sur le plan local, il faut se satisfaire malheureusement de ce que les enfants ont pu proposer. D'accord, on va donc passer à la seconde partie de cette émission consacrée au débat Fédération camerounaise de football, Djiko FC et Bamoutos de Bouddha arbitre. Comment réconcilier justement les différents acteurs au vu de la situation de crise que nous sommes en train d'observer depuis quelques temps. C'est tout d'abord un Djiko FC qui avait annoncé son intention de ne plus participer au championnat. Et puis, Bamoutos de Bouddha a pris le relais en MTN Elite One. Et depuis, c'est un véritable échange épistolaire, communiqué contre communiqué avec la Fédération camerounaise de football. Et on a l'opportunité d'avoir le directeur sportif des Mangwa Boys, comme on vous appelle. Est-ce qu'on peut comprendre que vraiment, vous êtes décidé de ne pas poursuivre le championnat? Vraiment. Même si on observe que Bamoutos était absent l'autre jour. C'est vrai, je suis directeur sportif de Bamoutos. Je vais vous surprendre. Bamoutos a pris une décision courageuse.
Bambutos a pris une décision courageuse, vu de la liste des injustices vécues par Bambutos pendant maintenant plus de 2 ou 3 ans. C'était de trop et on a voulu faire ensemble avec tout le monde, mais on a constaté qu'il y avait toujours des réticences. Bambutos, il faut féliciter déjà l'administration de Bambutos, l'administration dirigeante de Bambutos, d'avoir pris cette décision. Parce que si on veut énumérer les difficultés que Bambutos a rencontrées pendant ces 2 dernières années, on aurait dû laisser le championnat. On aurait dû se retirer du championnat depuis. Pourquoi est-ce qu'on a attendu, on est à quoi, quelques journées de la fin pour décider de se retirer? Pourquoi pas avant? Non, vous savez, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un temps, il n'y a pas un moment pour prendre une décision. La décision a été prise de façon, je veux dire quoi, de façon, je peux dire que c'est pas l'émotion, c'est un ensemble de vécus qui a fait en sorte qu'on prenne cette décision, que la direction prenne cette décision. Vous savez, quand vous êtes dans une maison, vous parlez au chef de famille. Il ne vous écoute pas. Vous dites, vous faites tout pour qu'il comprenne les difficultés que vous êtes en train de vivre dans la maison. Il ne vous écoute pas. À un moment donné, il faut poser un acte fort pour se faire écouter. Et je pense que l'acte que Bambutos a posé, au vu de l'aspect sportif, au vu de beaucoup de choses, des textes qui ne font que nous parvenir depuis, au vu de tout ça, on aurait dû continuer le championnat pour éviter un forfait. D'aucuns disent un forfait, d'aucuns disent ainsi, cela. Non, on a pris une décision pour se faire écouter. Si on peut nous écouter, pour une fois, on s'écoute et puis on met le problème sur la table. Vous avez l'impression que c'est le cas depuis que vous avez décidé justement de prendre cette décision? Est-ce que Bambutos est écouté? Est-ce qu'on a encore vu d'autres communiqués? Il y a eu des responsables à la fédération qui ont rencontré Bambutos. Non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est un peu aller. Bon, vous savez, chacun doit défendre son entité. Ouais. La fédération peut se défendre, comme il faut se défendre. Bambutos, on ne peut pas venir faire un communiqué à l'international, parce que les communiqués sont ampliés à FIFA aussi. On ne peut pas faire un communiqué à l'international pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Les dirigeants de Bambutos ont rencontré certains émissaires de l'Africa Foot. Ils ont vraiment rencontré certains émissaires de l'Africa Foot. Et qui a initié la démarche? C'est Bambutos ou c'est la fédération qui est venue vers vous, puisque vous voulez être écouté? Non. Nous avons été invités par certains dirigeants de la fédération. Ils nous ont écoutés et puis on a même eu un début de solution. On a eu un début de solution. Après, ils se sont rétractés. On ne sait pas pourquoi. Après, ils se sont rétractés, mais nous sommes restés disponibles, puisque jusqu'à présent, on a nos avocats. Le directeur général, ils sont à Yaoundé, ils attendent juste le moment où on va dire venez, et ils viennent. Ils sont là à Yaoundé en attendant, même si c'est à 20h, 22h, vous dites venez, ils vont venir. Parce que Bambutos reste ouvert à la discussion et à la négociation. Nous sommes dans une maison, nous sommes une famille, on ne peut pas se lever, on dit que un enfant pas dire que je ne mange plus, et puis vous le mettez dehors sans toutefois savoir pourquoi il ne mange plus. Donc c'est un peu ça le problème de Bambutos aujourd'hui. Si la fédération nous écoute et qu'on met les problèmes, et ils connaissent déjà, leur position, nous on ne connaît pas leur position, mais je pense que s'il arrive que la fédération verse un peu d'eau dans son verre, je pense que les choses
Ça, vous avez quand même pas mal de revendications aussi, hein, Frédéric Faucou, des primes, des subventions, etc. Vous attendez la fédération à quel niveau, par exemple? À tous les niveaux. À tous les niveaux dont on a énuméré dans la lettre. Il y a des primes pas de participation, les primes de rémunération après une compétition. Oui. Imaginons un peu. On parlait tout à l'heure des U15 de Montaigu. Vous recevez une lettre. La France doit avoir une lettre pour participer au tournoi Montaigu. On vous donne la conduite à tenir. Voilà les conditions à remplir pour participer au tournoi. À la fin du tournoi, le vainqueur aura un trophée, aura un montant, aura ci, aura ça. Maintenant, nous, au Cameroun, on met les moyens. On fait voyager les joueurs, on fait tout. On met les moyens, on double la prime selon ce qu'on nous a proposé en haut. On double les primes. Les enfants sont motivés et ils partent, ils gagnent. À la fin, vous ne leur donnez rien. Vous ne donnez rien à l'équipe. Je ne sais pas si on doit passer un concours, je ne sais pas d'où pour comprendre cela. Quand il y a un problème, je pense que c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose à justifier. Bamboutos a été finaliste de la Coupe du Cameroun, perdu face à Coton Sport 1-0. Et le finaliste a droit à une prime. Bamboutos, une semaine après, est allé gagner Coton Sport Gawa à Bafoussam, à Kwekom, pour remporter le trophée de la Super Coupe. Avant cette Super Coupe, on a fait une assise avec la fédération et des sponsors, où ils ont dit le vainqueur de la Super Coupe aura 50 millions. Ça, on ne l'a pas eu. L'année qui suit, on est vice-champion. On est vice-champion du Cameroun. C'était ici au stade d'Invication. On a vu tout le monde arrêter un gros chèque de 25 millions. Ça aussi, on n'a pas eu. On a eu les meilleurs supporters, le meilleur public, un chèque d'1 million. Même ça, on n'a pas eu. Bon, pour des subventions, moi je ne peux pas parler de subventions parce que ça, c'est. Ils ont demandé des justifs. Oui. Est-ce que vous avez justifié? On a produit toutes les justificatifs pour des salaires des joueurs. On a eu des difficultés de paiement de salaire. Mais je vous jure, à un moment donné, on a dit, on paye. Même comme on ne reçoit pas, on paye. On a payé. Jusqu'à l'année passée, on épongeait encore les 2 mois d'aéré avant que les gars ne partent en congé. Bon. Quand tout s'est réuni, pour cette année, on a reçu 5 millions de la fédération. À date, on a reçu 5 millions de la fédération depuis le début du championnat. On a reçu 5 millions de la subvention. Je ne sais pas si on doit justifier un paiement de salaire. La subvention est faite pour payer les salaires aux joueurs. On dit la subvention, c'est payer l'appui au salaire. L'appui des salaires aux joueurs. Bon, maintenant, cet appui, quand vous n'avez pas et que vous réussissez, le championnat a commencé le 8 décembre. Au 8 janvier, c'est un mois. Au 8, et la fédération dit, cet appui prend compte à partir du début du championnat. Ça veut dire qu'avant le championnat, on a payé les primes de signature, on a payé les primes aux joueurs. Maintenant, quand on paye les salaires, nous sommes, de décembre jusqu'en avril, nous sommes à 3 salaires déjà payés. Nous sommes à 3 salaires déjà payés. Et on réclame à la fédération, je ne sais pas si c'est mauvais de réclamer à la fédération nos dus. Parce qu'on s'était dit, ok, ils disent qu'on justifie pour payer les salaires, ils disent qu'on justifie les droits de sponsoring. Quand tu joues avec un maillot floqué, avec le logo du sponsor majeur, quel est le moyen encore qu'on doit utiliser pour une justification de sponsoring? Puisque tout le monde passe, on voit. Oui. Voilà.
Alors, peut-être avant que Georges n'intervienne, Maître Martial Biba, vous qui suivez de très près l'actualité du foot aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision prise par Bamboutos de Bouddha? Frédéric parlait, rappelait que le club est victime d'une des injustices. Il a qualifié la décision de décision courageuse prise par la direction du club. Et évidemment, vous venez d'entendre les griefs énumérés à l'encontre de la Fédération camerounaise de football. Et dans le fond, Bamboutos reste ouvert. Le club reste ouvert à la négociation, d'après ce qu'il vient de dire. Quelle est l'analyse que vous faites par rapport à cette situation aujourd'hui? Je fais beaucoup plus une analyse, vous allez m'excuser, beaucoup plus sur le plan psychologique. Quand je regarde le thème, ce qui m'intéresse, c'est comment réconcilier les acteurs. Ici, c'est une décision courageuse pour Bamboutos, normale pour Bamboutos, mais anormale dans le cadre sportif en général camerounais. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit une fois, je pense une à deux fois sur le plateau, c'est que quand on dit que la parfaite valeur de faire sans témoin, ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde, c'est que nous avons un championnat, nous avons une saison. Si vous faites une première saison, ce qu'on vous a proposé, on ne vous a pas donné, une deuxième saison, on ne vous a pas donné, vous faites que jouer au championnat. Je me pose la question sur le plan psychologique, est-ce que parfois cette décision courageuse peut entraîner une mauvaise foi ou bien c'est la tête chercheuse? Parce que ce soit les arbitres, que ce soit les présidents des clubs, vous allez constater qu'ils ont un calendrier de boycott qui est pareil. Toujours, si ce n'est pas au milieu du championnat, c'est à la fin du championnat. Mais il y a des problèmes qu'on peut poser si vraiment, c'est-à-dire quand je parle d'une décision qui n'est pas bonne dans le cadre général du football, c'est qu'il y a un championnat, une saison qui va être lancée. Alors, maintenant que vous voulez vous faire entendre, vous faites savoir à la fédération que ce que vous avez promis il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, si ce n'est pas évident, nous ne commençons pas le championnat. Voilà une bonne décision. On accepte commencer le championnat et on attend le milieu de la saison pour commencer à boycotter, pour maintenant faire savoir à l'opinion publique que voici les problèmes dont nous soulevons depuis qui ne sont pas réglés. Et c'est au milieu de la saison, soit en fin de saison. Je me pose encore une question. Peut-être que la fédération ne veut pas écouter Bamboutos. Est-ce que la fédération écoute Colombe de 100 mm? C'est-à-dire que quand on se retrouve peut-être au niveau de la coupe, super coupe et tout, pourquoi la fédération peut-être n'écoute pas Bamboutos? Est-ce que la fédération écoute donc Colombe? Et les autres équipes donc continuent à jouer au championnat parce qu'elles sont beaucoup plus écoutées par la fédération? Non. Tous les problèmes doivent être posés. Les bonnes décisions doivent être prises au début du championnat. C'est-à-dire, on fait savoir à la fédération que si nos problèmes ne sont pas réglés, nous ne lançons pas le championnat. Mais maintenant, vous acceptez de lancer le championnat avec les anciens problèmes que vous ramenez lors d'une saison pour boycotter soit au milieu du championnat, à la fin du championnat. C'est là où je dis, c'est une bonne décision pour Bamboutos, mais c'est une mauvaise décision pour le football en général. Parce que l'enfant dont on a pris, il a pris l'exemple d'un enfant qui pleure, il a faim, on ne donne pas à manger. Et c'est un parent qui ne veut pas conduire, qui ne veut pas donner des signes à l'enfant, qui ne veut pas écouter l'enfant. Mais je pense que même dans le foyer, cet enfant ne mange pas brusquement pour dire qu'il ne mange pas. Il y a quelque chose, l'origine du refus de la nourriture de cet enfant, c'est à partir de là que le parent donc va commencer à juger, à commencer à étudier pourquoi l'enfant, est-ce que le repas l'enfant va prendre ce repas. Si l'enfant refuse le repas, il faut que je cherche pourquoi l'enfant... Mais si l'enfant attend que le parent envoie maman au marché, maman finit de faire le marché, vient, prépare, et maintenant, avec toutes ces dépenses, le papa demande à l'enfant de manger, l'enfant dit qu'il ne mange pas. C'est le papa, quelque part, va se poser la question, est-ce que l'enfant attendait que je fasse toutes ces dépenses pour refuser de manger? D'autant plus que l'enfant même est habitué peut-être à manger nourriture, le parent finit de faire des dépenses avec, et l'enfant brusquement dit qu'il ne mange pas. Ça crée problème. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que les entraîneurs
qui ont commencé à démissionner. Je pense que ces entraîneurs ne démissionnaient pas parce qu'ils n'étaient pas écoutés par la FECAFO, n'étaient pas écoutés par les problèmes de l'équipe interne. Je parle de ça, des problèmes du management d'abord, internes des équipes doivent être réglés avant de les poser. Je ne ramène pas ici les prouesses sur le programme du MINSEP. Ces présidents de clubs se sont déportés pour la réunion de concertation. Je me pose la question, quels sont les vrais problèmes que les présidents ont posés au ministre? Pour dire que, monsieur le ministre, nous sommes venus uniquement pour la subvention. Les autres problèmes, on les laisse. Et que maintenant les championnats soient lancés, on ressort les problèmes pour afficher, soi-disant afficher la FECAFOOT à l'opinion publique pour dire ça fait une saison, 2 saisons qu'on ne les écoute pas. La décision, pour moi, la décision peut être bonne, mais elle n'est pas bien placée. Parce que la décision peut être bien placée pour se faire entendre au début et non au milieu de la saison ou bien peut-être à quelques journées de la fin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi qui ne marche pas, qui n'est pas bon pour la démarche du club. Pourquoi attendre toujours ça au milieu de la saison ou bien vers la fin de la saison pour arrêter? C'est ça, c'est là que je me pose, la question. Oui, il a un élément de réponse. Bamboutos n'a jamais boycotté un championnat. Ce qui se passe, c'est quoi? Bamboutos n'a pas boycotté le championnat. Peut-être j'ai utilisé le verbe. Non, mais j'aimerais bien savoir ce qui est en train de se passer. On appelle ça quoi? Bamboutos, et même le club, c'est un peu docile. Oui, parce que Bamboutos, c'est 16 villages. Il n'y a pas deux clubs en élite dans Bamboutos, dans le Bamboutos. Donc tous les 16 villages sont attachés à Bamboutos. Donc ça veut dire que quand l'administration prend une décision pareille, c'est une décision forte. Imaginez le nombre de personnes qui regardent Bamboutos chaque dimanche jouer et que Bamboutos décide aujourd'hui d'arrêter de jouer. Il faut comprendre que le problème est profond. Le problème est profond dans quel sens? Parce que vous ne pouvez pas, vous êtes un entrepreneur. Vous dites que ok, je finance pour tel objectif. J'atteins mes objectifs et puis je n'ai pas le retour sur investissement. L'année qui suit, on te dit, tu revendiques. Pas qu'on ne revendique pas, il y a des lettres, il y a des lettres de revendication. Toujours sur une assise, non, on va voir, on va payer, on va faire ci, on va payer. Commençons d'abord, on va payer. Toujours dans sa posture maternelle, Bamboutos commence. La goutte d'eau qui déborde aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, même les corps qui doivent être neutres dans la gestion des matchs sont entrés en jeu. Les corps qui doivent être neutres, quand je parle des arbitres, ils sont entrés en jeu. Si je vous donne des révélations, comme on l'a dit, en face, vous n'allez pas croire. Je n'ai pas de preuves. Mais je ne suis pas venu sur un plateau sérieux comme celui-ci et dire des conneries. Si je vous dis ce que les corps arbitrales, ce qu'on m'a dit en face, c'est grave. Et ça s'est reflété. Nous, on n'a pas cru à un moment donné, mais quand on se met là, on fait des statistiques, on constate que ce qu'il nous avait dit là est en train de se réaliser. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Bamboutos joue à Bouddha. Je vais prendre un exemple simple. Bamboutos joue contre Lyon Sport à Bouddha. C'est Jimoya Florent qui sort de Bertois, qui doit arbitrer le match. Bon, on dit qu'il n'a pas eu de transport pour arriver jusqu'à Bouddha. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un arbitre à Bamel qui vit dans le même quartier que le président de Lyon Sport. Son voisin, c'est une dame. Elle vient arbitrer le match contre Bouddha. Nous ne sommes pas au courant. Puisque quand on fait venir l'arbitre, je ne peux pas savoir l'arbitre vient de telle ville, l'arbitre vient de telle ville, l'arbitre vient de telle ville. C'est après enquête qu'on constate que l'arbitre qu'on a désigné pour le match, elle sort de Bamenda pour habiter un match de Bamboutos parce qu'on a cherché un arbitre qui était proche de Bouddha. Elle sort de Bamenda et qu'elle est au même quartier qu'elle est venue, elle a fait son match. Elle a fait son match, Bamboutos a perdu. C'est après enquête, après recoupement des informations qu'on constate que le corps
arbitral est entré en jeu et ils nous ont dit de façon claire, ils nous ont dit de façon claire, vous allez jouer, mais on a reçu des instructions. Parce qu'il y a un qui est allé jusqu'à dire aux joueurs, tu t'amuses, je te donne le carton rouge. Tu me parles encore de ça, je te donne le carton rouge. Je ne sais pas si on donne le carton rouge parce que le joueur a communiqué avec l'arbitre ou bien au truc. Donc du coup, c'est toutes ces révélations-là qui font en sorte que Bamoutos aujourd'hui, on a dit ok, on met un stop, on arrange tous ces problèmes. Et puis, juste pour vous dire que ce n'est pas de connivence avec les arbitres, même nous tirons sur le corps arbitral. Il y a aussi le règlement quand même. Hein, les dimanches, qui il y a une concerne, chose. oui, rapidement, et puis oui, Georges le va verbe boycotter, on le met de côté. Quand vous manquez à une journée, c'est quoi? C'est refusé? On s'est retiré d'abord. On s'est retiré Vous manquez à une journée? Non, on s'est retiré du championnat pour se faire entente. Maintenant, pour terminer... Quand l'équipe est absente, il y a quand même un règlement qui est là. Oui, je vous ai dit tantôt, il y a des règlements. Parce que nous sommes passés par des voies normales pour revendiquer. Nous sommes passés par des voies normales pour revendiquer. On ne nous a pas écoutés. On est passé par ci, on ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on a fait fi de tous ces règlements. On a dit, ok, on se retire, quel que soit le canaster. C'est frappé de forfait. Oui, c'est pour ça que vous disiez que c'est une décision. Oui, moi j'étais en train de dire une chose. Quand on parle de boycotter, retirer, c'est au début de saison, quand la saison est lancée. Et au milieu de la saison, bien presque à la fin de la saison, vous manquez à une journée, 2 journées, c'est boycotté. C'est pas refusé ça. Parce que vous êtes en train de troubler le programme de la Fédération Camerounaise de football, c'est boycotté. Donc je n'ai pas utilisé ce verbe au hasard. Et vous m'avez pris des exemples de l'arbitre, de la communication avec l'arbitre. Je dis, les décisions que vous prenez sont bonnes. Mais à partir du moment où vous attendez, généralement, et déjà que vous soulevez les anciens problèmes, vous attendez le milieu du championnat, et bien vers la fin du championnat, cette décision, tout ce que vous allez développer, peuvent être vrais, et c'est normal de les soulever avant d'arrêter. Mais quand vous n'arrêtez pas au début, pour vous faire entendre et faire savoir la fédération avec des lettres, même dans les réseaux sociaux, que comme nous sommes en train de nous faire entendre la fédération, nous n'allons pas continuer le championnat si nos problèmes ne sont pas réglés. Donc c'est là où je dis... C'est un problème timing. Oui. Oui, Georges, allez-y. Georges s'impatiente. Oui, tout à fait. Non, je pense que les Camerounais nous suivent, comme il a dit, et à un moment donné, il faut qu'on soit juste envers nous-mêmes. Le problème de cette affaire n'est pas sportif. C'est pas un problème sportif. Ah bon? Le problème de cette affaire... C'est un problème extra-sportif alors? Le problème de cette affaire n'est pas sportif. Il va s'expliquer. Il va nous dire où sont le problème. Dites-nous. Vous savez, le souci dans cette histoire, c'est que malheureusement, et je pense qu'on l'a dit pendant longtemps, ça n'a pas été fait et on est rattrapé. Le problème dans notre football, c'est lorsque des gens font d'une équipe de football leur cuisine. Là où s'ils veulent aller manger, pas de manger, s'ils veulent que l'eau sorte du robinet, ils ouvrent. S'ils ne veulent pas y faire. Voilà le problème de notre football. Et quand les gens disaient depuis longtemps déjà qu'il faut sortir de cette organisation pour rentrer dans l'organisation d'une entreprise, ceux qui tiraient les intérêts de ce fonctionnement sont pour la plupart ceux qui aujourd'hui sont prêts à se retirer. Sont pour la plupart ceux qui sont prêts à se retirer. Oui. Le problème, c'est qu'ils oublient quelque chose, c'est qu'ils ont face à eux, surtout dans le cadre d'une équipe comme Bamoutos, et je pense que c'est là qu'il faut faire attention, parce que j'ai le sentiment qu'il a dit quelque chose de très pertinent. Dans cette zone des Bamoutos, il n'y a pas deux équipes, il n'y a qu'une seule équipe. Il faut bien que les gens fassent très attention avant de prendre cet impositionnement. Parce qu'ils engagent quelque chose qui peut, quand ça va aller beaucoup plus loin, devenir même peut-être une situation dangereuse pour elles-mêmes, ces personnes-là. Je le dis pourquoi. Il y a 2 questions fortes qu'il faut se poser.
La première, c'est celle qu'il a posée tout à l'heure, le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi à la suite d'un départ à peu près similaire? Parce que, souvenons-nous de ce que reprochait le capitaine Fethieu. Ouais. Non, il est entré dans un stade de football à la suite d'une décision arbitrale. Hein. Il s'est retiré. Que ceux qui suivent le championnat, au moment où cette action est menée, aillent chercher à voir dans quelle situation se trouvait Diko en deuxième division au niveau du classement. Et dès qu'ils quittent de Diko, qu'ils aillent voir dans quelle situation se trouvait Bambutos au moment où la signature se communiquait au niveau du classement. Et qu'ils interrogent le timing et la similitude qu'il y a entre les deux situations. Et qu'ils aillent plus loin. J'ai été patient. Si allez-y. Je sais que... DS va réagir après vous. Il va apporter les éléments de réponse. Qu'ils aillent plus loin. Ouais. Qu'ils interrogent l'attitude depuis un bon bout des têtes fortes des deux équipes, puisqu'on peut parler de ces deux équipes spécialement, à l'égard de la fédération. Si on ne fait pas ce travail-là et on se limite à l'analyse purement sportive de la situation, on ne va pas comprendre ce qui est en jeu ici. Mais au fond, ce qui est en jeu, c'est tout ça. La vérité, c'est que on est dans un combat de rapport de force. C'est dommage que je puisse dire ça, parce que on n'aurait pas dû être dans cette situation. On est dans un combat de rapport de force entre des personnalités fortes qui, chacun se réclamant d'un passif glorieux en rapport avec le football camerounais, compte tenu des actions menées, décident de s'arc-bouter dans un espace bien précis et engagent la responsabilité des éléments qui sont des éléments, et c'est pour ça que je suis très embêté de la situation, qui sont des entités fortes, des entités et des identités remarquables de notre football. Et c'est ça qui est déplorable. Bambutos, c'est dernier. Avant que cette décision ne soit posée, Bambutos était dans une zone relégable. Puisque vous avez posé la question du timing. Pourquoi maintenant, pourquoi pas avant? Curieusement, le directeur sportif sait seulement aujourd'hui que les arbitres sont contre Bambutos. Curieusement. Or, je rappelle au directeur sportif qu'au-delà de Bambutos, d'ailleurs, vous avez suivi la sortie de David Pagou, et je ne prends pas que cette sortie. Depuis des années, c'est devenu comme un fonctionnement normal chez nous. Les responsables de club, en fait, quand ce n'est pas toi qui as acheté l'arbitre, c'est que c'est toi qui as acheté l'arbitre. Mais curieusement, en fait, ils ont réussi à décider, parce que c'est une décision, ils ont décidé que Bambutos va être une victime. Et que l'arme des responsables de la fédération va être braquée. Est braquée, même pas va, est braquée désormais sur Bambutos. Et donc, il faut faire fi de tout le reste. D'où la question que Maître a posée tout à l'heure. Mais les autres font comment? Non, il a répondu rapidement en disant que non. Il n'est pas question des autres. C'est une question de Bambutos. Donc, en fait, il aura du mal à me donner un argument contraire dans le sens où j'explique depuis que c'est un problème, non, effectivement, de Bambutos. Ce n'est pas un problème d'ensemble. C'est qu'il y a quelqu'un qui avait un Bambutos. Et donc, moi, je me suis posé la question simplement, mais pourquoi on en veut donc à Bambutos et pas aux autres? Qu'est-ce que Bambutos a fait de si particulier qui fait que Bambutos devient la cible et pas les autres? Et c'est pour ça que, bon, malheureusement, ça doit lier à ma déformation journaliste. Je suis allé plus loin. J'ai regardé, mais qui sont ceux qui dirigent Bambutos? Les gens qui dirigent Bambutos, on retrouve qui? Je suis désolé. Dans la gestion de Bambutos, il n'y a pas deux. Il y a une personnalité, et c'est connu, qui a parfois mis à poser sa signature sur certains documents, ou de manière frontale, il y a un conflit ouvert avec celui qui dirige la fédération. Conflit ouvert frontal avec celui qui dirige la fédération. Donc à partir de ce moment, quand on veut nous amener, on peut amener le public sur le terrain du sportif,
Vraiment, il n'y a pas de souci. Mais moi, le petit journaliste que je suis, les raisons sont on ne peut pas facilement me prendre et m'embarquer là-bas. Le problème, à mon avis, est ailleurs. Et il a dit quelque chose que moi, je préfère retenir pour finir. C'est qu'il a dit qu'on reste ouvert. Oui. Bon, ça par contre, à la négociation. Oui. Parce que, à partir de ce moment, il faut que les hommes forts, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit, qui ont décidé que les élections vont commencer avant la date des élections, repartent donc maintenant sur le terrain sportif et nous sortent de cette situation. Parce qu'il y a des gens dans les Bambutos qui n'y sont pour rien, qui ne veulent rien savoir de vos arrangements, de vos engagements, de tout ce que vous avez ficelé et de vos voir combats. Leur équipe jouer, mais qui estiment qu'on a une équipe en élite et cette équipe doit rester en élite. Et je ne suis pas là pour décharger la fédération ou qui que ce soit. Mais je dis simplement que le problème de fond se retrouve dans des conflits d'intérêts de personnes. Et il ne faut pas nous amener dans autre chose parce qu'il n'est pas question de ça. Et donc, vivement que vous, les grands, là, vous réglez vos problèmes. Et que vous amenez que l'équipe ne soit pas prise en otage. Les équipes à rentrer dans des stades de football pour retrouver leur place. Voilà ma lecture de la situation. Si je vous écoute parfaitement, ça veut dire que il a commencé ce propos en disant le problème n'est pas sportif, le problème est extra-sportif. Voilà. Je vous mets au défi, si vous pouvez me donner l'organigramme des dirigeants de Bambutos qui ont mandat et signature à l'Afrique, parce qu'à chaque début de saison, il y a l'organigramme de l'équipe qu'on dépose à Bambutos. Je vais citer le nom. Peut-être je ne parle pas des gens. Peut-être vous faites. Allez-y, moi je ne suis pas là pour vous faites allusion à la tête forte, parce qu'on connaît l'homme fort de Bambutos. Ah bon? Oui. Il y en a. Et c'est qui? Non, peut-être vous connaissez l'homme fort de Bambutos, tel que vous êtes en train de dire. Non, dites-moi, moi je ne connais pas. Parce qu'il a dit, les élections sont en train d'arriver, parce que moi je ne sais pas, je ne vois pas le PC. Écoutez, je vous ai écouté religieusement. Je ne sais pas je ne sais pas si vous avez vu en affront un jour à la fédération, le PCA Saké en train de discuter un poste pendant les élections. Parce que le PCA de Bambutos, c'est Eli Saké. Le directeur général de Bambutos, que vous voyez dans beaucoup de plateaux, c'est Dissok Pascal. Le président délégué, c'est Kamdoum Deschâteaux. Le directeur financier, c'est Imélie Richard. Je ne sais pas. Le directeur sportif. Oui, le directeur sportif, c'est moi, Frédéric Foucault. Je ne vois pas quelle est la tête forte parmi vous n'oubliez personne. Parmi tous. Non, écoutez, quelle est la tête forte parmi tous ces gens qui est en froid avec la fédération, avec le président de la fédération. Je ne vois pas. Ce n'est pas Saké. Dans Bambutos, il y a énormément d'élites. C'est sans vous. Il y a tellement d'élites à Bambutos. Que ce soit Mahfoud David, que ce soit M. Imeli à Yaoundé, que ce soit Tagou de Afrimédia sans publicité, que ce soit. Il y a des têtes fortes à Bambutos. Donc, du coup, tous ces têtes fortes-là, ils se réunissent à chaque début de saison et ils mettent des siens pour le suivi. Pendant que les élites se réunissent, on peut déléguer peut-être le plus petit, parmi eux, on dit que bon, gêne-nous cette histoire. Vous comprenez un peu, c'est pas une histoire extra-sportive. S'ils gagnaient la coupe des champions à Bafoussam et réclamaient le paiement de cet argent extra-sportif, je veux savoir. Non, personne n'est contre la réclamation. Voilà. Est-ce que c'est extra-sportif? Personne n'est contre la réclamation. C'est tout ce que on n'est pas contre la réclamation. C'est tout ce que Bambutos réclame. Bambutos n'est pas dans des problèmes extra-sportifs. Et ici. Non, je vous ai dit tantôt que Bambutos réclame ce qui est dû. Si on reste sur cette la saison ne pouvait pas s'achever
Puisque deux saisons se sont déjà... Si c'est 2 saisons, pourquoi avoir commencé la saison? Deux saisons. Écoutez. Les questions coulent de source. Écoutez. Bon, si c'est 2 saisons, pourquoi pas avant le début? Écoutez, deux saisons se sont écoulées. À la première saison, on a réclamé. Oui. Parce que la première saison, si on veut aller de façon chronologique, la première saison, on est finaliste de la Coupe du Cameroun. On a réclamé. Vous avez attendu la saison. On a réclamé. Vous avez attendu la fin de la saison. Enfin, on a joué, on a réclamé. En début de saison, on a dit... On avait dit à la fin, le sponsor donne à la réunion avec le ministère. On a tout dit, mais après on ne retrouve pas l'argent. C'est la fédération qui doit nous payer. Une semaine après, on allait jouer la Super Coupe. Toujours de la bonne foi. On allait jouer la Super Coupe. Avant la Super Coupe, à la réunion de préparation avec le sponsor, on dit ok, le vainqueur de la Super Coupe a 50 millions. Maintenant, on mobilise les joueurs. On dit ok, si vous gagnez la Super Coupe, au lieu d'avoir 100 francs comme vous avez l'habitude d'avoir comme prime de maths, vous aurez maintenant 500 francs. Parce qu'on sait ce qu'on attend. Et gagne, on paye. On attend, ça ne vient pas. Vous voyez surtout l'investissement. On est toujours en train d'investir. Tu ne peux pas faire un projet où tu es toujours en train d'investir. Et on parle des problèmes d'ego, c'est pas un problème d'ego. Moi, je n'ai pas l'habitude de couper la parole aux gens. Je suis tout simplement en train de vous rappeler, excusez-moi de vous le dire, c'est que vos réclamations ne sont pas contre. Votre décision, nous ne sommes pas contre. Nous sommes en train de dire ceci. Vous l'avez même signifié. Vous avez réclamé une saison, on ne vous a pas écouté. C'est pour cela que j'étais en train de vous poser la question. Vous avez attendu la fin de la saison. La saison qui arrive, vous relancez, vous acceptez alors que tout n'a pas encore été réglé. Vous supportez. Et on admire beaucoup plus cette persévérance, cette stabilité que vous apportez au sein du football. La bonne foi encore, j'ajoute. Mais maintenant, le problème, c'est que nous qui pouvons admirer les décisions, comme vous avez dit, fortes de Bamboutos, courageuses, c'est de ne pas attendre le programme de la fédération alors que les problèmes ne sont pas réglés pour vous faire entendre, vous décider au milieu de la saison, bien presque à la fin de la saison, et appeler sa décision courageuse. Et il y a une chose que vous avez signifiée là, c'est quoi? C'est que vous êtes peut-être vice-champion, mais je ne comprends pas comment on ne vous donne pas l'argent qui vous a été proposé, mais peut-être le champion ne se plaint pas, peut-être le champion a eu l'argent, vous n'avez pas eu l'argent. Ça veut dire que je vais vous répondre. Ce n'est que Bamboutos seul qui a problème, les autres, ils ont... Je vous écoute. Je vais vous répondre. Avant que Bamboutos ne soit vice-champion et autres, on n'avait pas encore eu Coton Sport était champion depuis, ils ont eu plusieurs titres de champion, ils ont eu plusieurs coupes de Cameroun, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais quand on arrive, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand vous êtes dans un vase clos, on vous empêche de parler, et il y a toujours quelqu'un qui vient et dit que mais pourquoi ici on ne parle pas? Hein? On va demander pourquoi ici on ne parle pas. Cette équipe-là qui est venue dans le cercle là, il a dit pourquoi on ne paye pas? Pourquoi on ne paye pas ce que nous on a droit? Si Coton Sport est content de la situation, qui se contente. Vous avez pris l'exemple de Colombe, on ne vous paye pas, mais on paye Colombe. Si Colombe est content, si la Colombe est contente de cette situation, que Colombe a sa façon de gérer, Bamboutos a sa façon de gérer. Si Colombe a décidé de ne pas réclamer, nous on réclame. Je comprends. Nous n'avons pas de problème de réclamation. On parle du timing. Le footballeur qui est appelé à l'équipe nationale, par exemple, dit qu'il ne vient pas. On remplace par un autre joueur. Au lieu d'accepter venir et de pourrir, ça crée autre chose. Est-ce que vous comprenez l'exemple que je suis en train de prendre? Vous ne pouvez pas attendre une situation. Après l'organisation, et c'est là où je vous ai pris l'exemple du parent. Si le parent sait que vous mangez le riz, et vous aimez le riz, bon, je laisse la nourriture. Je prends au niveau de la scolarité. Le parent sait que vous allez fréquenter dans tel lycée ou dans tel collège. Oui.
ils se déploient pour acheter la fourniture scolaire, payer la pension et tout. Dès qu'ils vous envoient donc là-bas, vous dites aux parents, non, je ne fréquente pas dans cet établissement, je vais aller ailleurs. C'est de ça que nous sommes en train de dire. Mais quand vous prenez un exemple pareil, le parent ici c'est qui? C'est l'Africa Foot. Oui. Hein? L'élève c'est qui? C'est Bamboutos. Oui. Hein? Oui. Bon, ok. Je vous reprends sur vos mots. La scolarité, c'est le programme du championnat. Oui. Bamboutos, le parent paye l'école à l'élève. La première année. Oui. Il dit à l'élève, si tu es premier de la classe, je te promets un voyage. Oui. Hein? C'est un exemple. L'enfant part, il se bat, il obtient le rang de premier. Le parent regarde l'enfant. Quand l'enfant dit, papa, je suis premier, le père fait la sourde oreille. Chaque matin, il sort. La deuxième année, le parent dit, ok, je vais encore payer. Si tu passes, si tu es premier, si tu es encore premier ou deuxième, je t'offre une voiture, par exemple. C'est un exemple. L'enfant se bat, il sort deuxième, il regarde, il dit à papa, j'étais premier, tu n'as rien fait. Papa, je suis encore deuxième, tu n'as rien fait. Mais après, le parent vient la troisième année et paye encore le truc. Il va dire à l'enfant, qu'est-ce que l'enfant doit prendre comme enseignement? Votre exemple va m'aider beaucoup. Non, la vérité c'est que... Parce que le parent... Vous déplacez les revendications. Puisque le parent ne vous donne rien, pourquoi attendre qu'il paie la scolarité alors qu'il ne va rien vous donner si vous sortez premier? Il a payé, je suis obligé de... Pourquoi attendre qu'il paie la scolarité alors qu'on j'ai le droit de fréquenter. J'ai le droit de fréquenter. La vérité... Bamboutos, c'est une équipe. Les Bamboutos veulent jouer. Le souci c'est que... Bamboutos veut jouer. Le souci, c'est que moi, j'avais écouté votre joueur Kemadjou, je crois que c'était la semaine dernière. Avant, il y a 2 semaines, oui. Oui, avant le constat du fait. Je pense que la démarche est importante pour une seule raison. D'abord, vous réclamez de l'argent. Vous réclamez que les choses se passent bien. Et lorsque ça s'était passé avec Victoria, j'avais également critiqué. Parce que n'oublions pas que l'embellissement de ce championnat ne viendra pas que de la fédération. Il faut qu'il y ait des sponsors, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses. Quand un président de club entre dans un stade, arrête un match, on dit à ses joueurs de sortir. C'est pas Bamboutos, ça. Attendez, je vais y arriver. Puisque j'ai parlé d'Victoria United. C'est des scènes qui ne font pas bonne presse. Ça ne fait plus bonne publicité au championnat. C'est vrai. Pour qu'il y ait des ressources. Quand il insiste sur la démarche, c'est parce que ça compte. Il y a eu beaucoup d'occasions pour vous. Il y a même eu la trêve. Parce que vous parlez du début du championnat. Il y a eu la trêve. Il y a eu beaucoup d'occasions de prendre une décision aussi courageuse. Elle n'a pas été faite. Sauf que quand ce n'est pas fait, le message que vous distillez, d'abord à la fédération, c'est un message de défiance. C'est-à-dire que parce que vous aurez également pu décider de monter au créneau, de dire, nous on joue, mais voici comment on appelle ça? Voilà ce que nous sommes en train de réclamer. Et en attendant qu'on trouve une solution, nous on va continuer, puisqu'il reste quelques journées, nous on va continuer, on va terminer la saison. Et si à date, effectivement, il n'y a pas de retour positif, sachez qu'à la fin de la saison, avant le démarrage des playoffs, nous, on sort. Voilà. Mais vous n'allez pas... C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose de dans vos réclamations, vous n'allez pas ôter. Et c'est ça qui, malheureusement, crée la suspicion sur cette décision. C'est-à-dire que, pourquoi, à ce moment du championnat, pourquoi c'est fait de cette manière? Pourquoi ça ressemble à une formule? Et en plus, parce que quand tu veux négocier, parce que quand vous dites qu'on ne joue pas, mais nous sommes ouverts, quand tu veux négocier quand tu es dans un rapport de force, tu veux négocier, toi tu es l'équipe, tu veux négocier face à l'organisateur. Quand tu viens lui dire, c'est un peu comme nous, vous êtes enfant, vous n'êtes pas content de votre père ou de votre mère, mais vous dites que vous voulez négocier. Et c'est vous êtes le premier à dire, ok, moi je ne... Papa dit avance, tu dis je n'avance pas.
Et tu dis dans le même temps à papa que non, je suis ouvert à la négociation, mais je n'avance pas. Le message que le parent comprend de ça, à partir de ce moment, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est même pas de la défiance, c'est qu'il y a même de la ruse. C'est que tu fais croire aux parents que tu es ouvert à la négociation, mais tu n'avances pas. Hein? Tu es bloqué, mais tu n'avances pas. Et tu attends quoi? Parce que, en fait, quand tu dis que tu es ouvert à la négociation, c'est que tu attends, tu tends la main et tu attends un retour. Mais en réalité, si tu veux qu'il y ait un retour, si vraiment tu veux qu'il y ait un retour, tu t'y prends de cette façon? Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la position de Bamboutos, c'est clair. Sincèrement, il ne faut pas qu'on soit berné. Je ne suis pas sûr que Bamboutos est dans une posture de négociation, compte tenu de la situation. Bamboutos sait très bien, et heureusement, ils sont intelligents, ils connaissent ce règlement. Donc, en fait, ce qu'ils attendent, c'est que, et c'est pour ça qu'ils ont probablement décidé de ne pas aller jouer le week-end dernier. Ils savent que là, il reste 2 matchs. Voilà. Donc, ils savent qu'après les 2 matchs, il y aura une décision qui va tomber. Et c'est cette décision simplement qu'ils attendent. Parce qu'en fait, c'est la lourdeur de cette décision qui va permettre qu'il y ait de la surenchère sur ce qu'ils ont voulu faire à la base. Voilà comment la stratégie est ficelée. Et donc, voilà comment la stratégie est ficelée. Sauf que ça va, malheureusement, comment je vais dire, partir d'une réclamation noble, où on peut comprendre, d'ailleurs quand il le dit, on peut comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, qu'il faut bien faire. Mais, comment je vais dire, c'est-à-dire dénaturer quelque chose, parce que vraiment, ils avaient même le boulevard pour faire en sorte que, dans leur démarche, on y voit une forme de sincérité, d'honnêteté. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir. Mais dès que tu vas regarder le classement du championnat, tu vois qu'ils sont en dernière position. Dès que tu vas plus loin, tu te rends compte qu'ils parlent des arbitres, mais tout le monde parle des arbitres, mais eux, ils finissent par dire aujourd'hui que les arbitres, c'est seulement pour eux. Alors que Pagou a dit il y a de cela quelques jours qu'en fait, il y a un problème avec les arbitres. Mais Bamboutos va... Enfin, pas Bamboutos. Oui, Bamboutos, si je vais même y aller, va jusqu'à dire que non, le problème concerne Bamboutos. Donc, pour dire pas vous que même ce que toi tu dis là le week-end, c'est pas ça. C'est le problème, c'est Bamboutos. Et ça, tout ça, malheureusement, donne le sentiment. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne veut pas accepter, c'est pas grave. Que j'ai vraiment la ferme conviction que on n'est pas uniquement dans une affaire sportive. Qu'il y a d'autres intérêts qui sont en jeu, que nous ne maîtrisons pas. Et je préfère que Bamboutos nous dise, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils réclament sportivement, qui oblige qu'il y ait forcément une autre démarche dans cette affaire, qui nous disent au fond ce qu'ils recherchent, qu'on gagne un temps, et qu'on puisse avancer clairement dans cette situation. Oui, Frédéric, on est pratiquement en fin d'émission. Avant de répondre à la problématique, allez-y, vous souhaitez réagir? Je m'inscris en faux non, je m'inscris en faux sur sa démarche. Il n'y a pas eu... Je ne sais pas si après... Il n'y a pas un agenda caché. Il n'y a pas un agenda caché. Je ne sais pas si patienter 2 ans de réclamation. 2 ans, c'est 365 jours x 2. 2 ans de réclamation. Des notes, des lettres. Des lettres. Si vous voyez autant de lettres qu'on a envoyées à l'Africa Foot pour réclamer, je ne sais pas si attendre après 2 ans, 3 ans, je ne sais pas si on n'a pas été patient. Le timing, tel que Maître était en train de tirer, que le timing n'est pas bon, je vais vous dire, à la phase, quand on a fini la phase aller, on avait une revendication commune avec tous les clubs de l'élite. On avait dit, puisque jusqu'à présent, jusqu'à date, Bamboutos n'a reçu que 5 millions, on se dit que tout le monde est au même pied d'égalité. On se dit que tout le monde a reçu 5 millions parce que aussi c'est un panier à crabe. Le panier des clubs, c'est un panier à crabe où je te pince, tu me pinces. Moi, je peux vous parler de Bamboutos parce que je ne sais pas ce qui est entré dans les caisses de Colombe ni de trucs. Mais je sais que quand on s'est réunis pour réclamer, il était question que si, avant la phase, après la phase, avant le retour,
si la fédération ne bouge pas de sa position de sponsor, de subvention, on va jouer avec des maillots, on va enlever MTN sur des maillots. On a fait ce communiqué-là, par visioconférence, les présidents, ils ont discuté, ils ont arrêté, mais à la fin, on a fait ce qu'on s'est fait au Cameroun, on a fait infiltrer le groupe, et puis ça s'est disloqué. Donc, c'est-à-dire entre vous-même les présidents de club. Oui, je vous dis, on a infiltré le groupe des présidents. Moi, je sais ce que j'ai dit, on a infiltré le groupe et l'idée s'est disloquée. Ça a dissous, personne n'en parle. Quand on appelle, on dit que qu'est-ce qu'on fait, tout personne n'en parle. C'est pour venir sur le plateau, on va discuter, on va dire, je vous dis ce qui est vrai. Après, on dit, peut-être nos réclamations ne sont pas les mêmes que celles des autres équipes. Oui. Pourquoi on va alors rester faire chemin ensemble quand on n'a pas les mêmes trucs? On a dit, ok, tous, puisque à la phase retour, on voulait prendre une décision forte de ne pas aller jouer, tout le monde, jusqu'à ce que la fédération fléchisse. C'est arrivé comme c'est arrivé. Après 3 journées de championnat, il y a encore 11 journées. Hein. Donc, quand vous parlez de la position de Bamoutos, Bamoutos n'a pas un effectif médiocre. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, Bamoutos n'a pas un effectif médiocre. Donc, il n'y a pas de résultat. L'effectif Bamoutos n'a pas de résultat. Donc, du coup, il y a encore 11 journées, 33 points. Si vous ajoutez 33 points à 17, si on passe sur la base que si on a 33 points plus 17, je pense qu'on a besoin de maximum 34 points pour se maintenir dans le championnat. Vous croyez vous savez, on peut le faire. On peut le faire. Parce qu'il y a encore une possibilité sportive pour se maintenir en élite. La position de Bamoutos n'a rien à voir avec la décision. La décision est prise juste parce qu'on a revendiqué, on n'est pas en train de nous écouter, on n'est pas en train de nous payer, et on est en train de voir la fin de cet exécutif. L'exécutif s'attend, d'ici décembre, ce sera fini. C'est une année. Ce sera fini. La FECA Foot. Ce sera fini. Bon, maintenant, le timing. Bamoutos, l'instant dirigeant Bamoutos a choisi son timing. Je ne peux pas aller au fond, vouloir juger son timing. Non, l'instant dirigeant de Bamoutos a choisi son timing. On pouvait le faire en début de saison, on pouvait le faire en milieu de saison. On a préféré le faire après 3 journées de la phase retour. D'accord. Voilà. Alors pour terminer, Maître Biba, on sait évidemment il y a aussi un énorme problème aussi du côté des arbitres qui eux aussi, ont leur pas de revendication. Comment est-ce que on peut justement ramener tous ces acteurs-là, calmer les tensions, réconcilier les uns et les autres, afin qu'on puisse véritablement assister à une phase retour dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales? Moi, je ne parle même pas de la phase retour. Je parle de la continuité du football, de l'image du football. Ça veut dire, très simple, la solution est très simple. Et c'est que les équipes qui ont des problèmes doivent continuer, terminer la saison. Les arbitres qui réclament doivent accompagner ces équipes et de respecter le championnat, le programme du championnat, terminer la saison. Maintenant, se faire entendre, comme le directeur est en train de dire, Frédéric, se faire entendre et chercher à rencontrer maintenant les dirigeants de la Fédération camerounaise de football pour dire c'est pas bien pour l'image du football. Il y a certains présidents qui se sont retirés. Il y a certaines équipes qui se sont retirées. Il y a des arbitres qui commencent à faire des plateaux pour sortir un peu, étaler les problèmes au sein de la fédération. Nous, ça nous dérange, nous aimons tous le football, mais nous voulons, c'est-à-dire un changement, un progrès pour que le football continue vraiment à retrouver ce que ça a toujours fait. Les arbitres, au terrain, tout le monde le sait, 60 à 70% sont là pour animer le football des acteurs sur le terrain avec les acteurs. Si les arbitres se retrouvent à Yaoundé avec les présidents des clubs, et c'est ce que je disais, c'est quand ils ont fait une réunion de concertation à Yaoundé, ils n'ont pas posé les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ils ont seulement posé la subvention, sont rentrés. Et en rentrant, les problèmes qu'ils devaient poser là-bas, les ont rattrapés. Donc, il faut ensemble, parce qu'on parle de réconciliation, les arbitres, les présidents des clubs
et tous ceux qui réclament, qui ont vu, qui ne sont pas écoutés, terminer la saison et de faire une réunion de concertation. Mais il faut accompagner la fédération. Le football, ce n'est pas pour la fédération, c'est pour tout le monde. Il faut rester avec les mêmes réclamations, mais il faut continuer à accompagner les acteurs parce que sur le plan psychologique, l'administration décide d'arrêter, mais les athlètes, les footballeurs sont en train de baisser en performance. D'autres vont chercher à trouver d'autres équipes parce que ils ne vont plus continuer à presser en Elite 1. Ils ne vont pas accepter peut-être aller en Elite 2. Donc, c'est pas bon. Ça trouble le système. Il faut continuer à réclamer, mais il faut bien réclamer. Frédéric, pour les arbitres, il y a une seule revendication. Hein. Il faut que la fédération paye. Une fois la fédération a payé, tout ce qu'on discute sur les plateaux là, c'est résolu. La fédération doit payer. Puisque on a vu la lettre du SGPR qui octroyait à la fédération une subvention de 350 millions pour l'organisation du stade. Vous avez vu quand le SGPR fait une note et met entre parenthèses location du stade, émolument des arbitres, organisation du championnat. Quand un arbitre, lui, il voit ça, quand lui, il voit une lettre pareille, qu'est-ce qu'il va dire? Ça veut dire que la fédération a pris de l'argent, on n'est pas en train de payer. Pour résoudre ce problème, que ce soit Bamboutos, que ce soit les arbitres, parce que pour le moment, c'est Bamboutos et les arbitres qui réclament, que ce soit Bamboutos et les arbitres, il faut que la fédération paye. Dès que la fédération a payé, tout, on ne sera pas sur le plateau. Donc pour vous, la réconciliation passe par le paiement. Pas le paiement, c'est le paiement, c'est le seul, c'est la seule solution. C'est la seule solution pour passer à autre chose. Il faut que la fédération paye. Dès que la fédération a payé. Je peux terminer. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier tous ces différents acteurs là? Plateau puisse se faire, mais malheureusement, comme je dis souvent, ma modeste déformation journaliste, c'est que comme on approche des élections, je ne suis pas sûr que même s'il y a le paiement, on est parti pour qu'il y ait l'accalmie jusqu'à la période des élections. On ne veut pas le dire ici, mais certains responsables de clubs ont déjà un agenda bien caché, bien clair, qui fait que je ne suis pas sûr que qui est paiement ou pas paiement, on va se retrouver dans des situations où on va tranquillement aller aux élections. Non, je ne pense pas. Mais si on peut au moins se faire en sorte qu'il y ait des choses, des actions qui soient menées pour que le championnat aille jusqu'à son terme, il faut le faire parce que c'est l'image du Cameroun en fait. C'est pas l'image de Georges ou de tel ou non, c'est l'image du Cameroun. Il faut le faire. Malheureusement, ça ne va pas tout arranger, surtout pas maintenant. En conclusion, il faut que la fédération paye. Vous insistez là-dessus. Oui. En tout cas, merci DS d'être venu, Georges Bimbe et Maître Martial Biba. Merci à Adonis Yamen qui était à la réalisation. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine. Au revoir.